Bonsoir à tous. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. On propose de l'être. Et je vous annonce que, comme d'habitude, le conseil municipal est enregistré et sera diffusé vendredi sur la chaîne YouTube de la commune. Donc je vais procéder à l'appel. Madame Benoît, Présente. Madame Briat, Présente. Madame Calvario, Présente. Madame Chabani, Madame Chalupé donne pouvoir à Monsieur Collat, Madame Daniel, Présente. Madame Hersan, Là. Madame Joran, Madame Monod, Madame Leveux me donne pouvoir, Madame Pain, Présente. Madame Papy, Présente. Madame Perretto, Madame Pinson, Présente. Madame Roussel, Présente. Madame Trémolière, Madame Vanelsu, Absent, excusé. Monsieur Blondel, Présent. Monsieur Bouffel, Absent. Monsieur Collat, Présent. Monsieur Koulibaly, Monsieur Dartois, Présent. Monsieur Ferloni, Présent. Monsieur Gria, Présent. Monsieur Jarry donne pouvoir à Madame Benoît, Monsieur Le Guellec, Absent. Monsieur Legendre, Présent. moi-même, Monsieur Le Baigneur, absent, Monsieur Saintier, Présent. Monsieur Thierry, Absent. Monsieur Torel, Présent. le quorum est atteint. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 juin dernier. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce compte-rendu? Pas de remarques, pas de questions. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 2, convention avec l'agglomération Seineur pour le remboursement des frais de personnel et de frais d'utilisation des locaux de cantine pour les accueils de loisirs. Je passe la parole à Jean-Marie Lejeune. Donc c'est une délibération qu'on passe tous les ans à cette époque. La communauté d'agglomération Seineur exerce dans le cadre de ses compétences la compétence enfance-jeunesse. L'accueil de loisirs sans hébergement, situé sur le territoire de la commune du Val d'Azay et géré par l'association locale, utilise les locaux et le personnel de la commune du Val d'Azay les mercredis et pendant les vacances scolaires, et ce, afin d'assurer la restauration des enfants fréquentant l'ALSH. Comme chaque année, la commune met à la disposition de l'agglomération Seineur, durant les périodes mentionnées ci-dessus, les locaux de la cantine et 2 agents assurant le service de restauration de 8 h à 15 h. La prestation est facturée selon le coût horaire du service pour 2 agents et selon le nombre d'heures effectuées. Quant au chauffage, il sera facturé au nombre de jours d'utilisation des locaux. Comme chaque année, il s'agit d'établir une convention fixant les obligations des parties et qui sera conclue pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La convention est annexée au présent ordre du jour. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 3, c'est la convention de financement et de mutualisation d'un poste d'assistance administrative dans le cadre du programme Petite Ville de demain. La communauté d'agglomération, les communes de Pont-de-l'Arche, de Gaillon et du Val d'Azay ont été retenues dans le cadre de l'appel à projet Petite Ville de demain. Ce programme permet la mobilisation du soutien financier de l'État et d'autres partenaires tels que la Banque des Territoires, les chambres consulaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des cœurs de ville, portés par les communes et leur intercommunalité.
Ce programme prévoit de plus le cofinancement par l'État d'un poste de chef de projet pour la durée du programme. L'agglomération a donc créé un poste de chef de projet Petite Ville de demain. La personne recrutée est chargée du pilotage de ce projet partenarial. Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du projet, il a été constaté la nécessité de recruter un vacataire pour une période de 5 mois afin d'appuyer et soutenir le chef de projet PVD, les 3 communes étant entrées dans une phase de mise en œuvre des projets. Aussi, une convention de financement entre l'agglomération Seineur, les communes de Pont-de-l'Arche, de Gaillon et de Val d'Azé a été rédigée afin de fixer les missions de l'agent recruté et les modalités de financement du poste mutualisé entre les territoires concernés. Cette convention est consentie pour une période de 5 mois, reconductible 2 fois 1 mois à compter de la date de recrutement du chargé de projet. La communauté d'agglomération Seineur financera le salaire du renfort recruté à hauteur de 49%. En ce qui concerne le reste à charge, les 3 communes prendront donc en charge 17% chacune du reste à charge. La convention proposée est annexée à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Point numéro 4, création d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur la triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec, pour l'objectif, l'inclusion durable des emplois des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État à hauteur de 30% sur les 20 premières heures. Jeunes de moins de 26 ans ou entre 26 et 31 ans. Pour les 26 ans ou 31 ans pour les travailleurs handicapés, qui s'applique à un volume horaire maximal de 35 heures selon le décret en vigueur. Les personnes étant recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, c'est au conseil municipal d'approuver ce recrutement. La durée du contrat est de 9 mois et peut être renouvelée dans la limite de 24 mois sous certaines conditions. La rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Suite à un départ en retraite d'un agent de l'ECMP, je vous propose de créer à compter du 1er septembre 2024 un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes. Un poste au service ECMP, remplacement de l'agent partant à la retraite. Durée du contrat de 9 à 24 mois. Durée hebdomadaire du travail 35 heures semaine et rémunération SMIC plus 6%. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc le poste créé, c'est pour compléter donc le départ en retraite de l'agent qui travaille à l'organisation, au travail autour de la salle en tant que tel. Et aujourd'hui, avec l'extension qu'on est en train de faire, ça nécessite d'avoir 2 personnes pour s'occuper de tout ça. Et donc voilà pourquoi on fait un recrutement pour remplacer le départ en retraite de l'agent qui s'en va au 31 juillet. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point 5. Remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des agents de la commune. Je vous indique que la précédente délibération sur ce sujet date de juillet 2018. Et il est proposé de la modifier afin de préciser certains points quant au remboursement des frais lors de formation et la nécessité d'appliquer les décrets et textes publiés après 2018. Certaines formations dispensées par les organismes extérieurs donnent lieu au remboursement des frais auprès des agents de la collectivité. J'indique à l'Assemblée que le Centre national de la fonction publique territoriale ne rembourse pas les frais de déplacement de toutes les formations et stages, notamment certaines formations de la police municipale. Les remboursements émis par la collectivité sont effectifs uniquement lorsque le CNFPT n'intervient pas financièrement. Dans les cas cités ci-avant,
Les frais de déplacement des agents permanents et non permanents sont donc à la charge de la collectivité. Il est nécessaire de rappeler que l'utilisation des véhicules de service de la collectivité est à privilégier selon des disponibilités dans le but de limiter les frais. Par conséquent, il y a lieu de modifier la délibération numéro 060207 2018 du 5 juillet 2018 comme suit. Je vous rappelle qu'est considéré en déplacement l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Il convient de rappeler que l'article 1 du décret 2001-654 modifié énonce que les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés dans l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé, et de toute personne dont les frais de déplacement temporaire sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositifs du présent décret, celles fixées par le décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes civiles de l'État. En ce qui concerne les remboursements des frais kilométriques, on va passer le premier paragraphe puisque c'est une redite. Les frais de transport sont pris en charge conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les cas suivants. À l'occasion d'une mission, à l'occasion d'un stage ou d'une formation, et à l'occasion d'une collaboration aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs. Le déplacement doit se faire selon la voie la plus directe et économique, en recourant aux moyens de transport les plus adaptés à la nature du déplacement. Le trajet le plus court est déterminé via le site de référence. Le covoiturage sera privilégié si plusieurs agents de la collectivité se rendent au même endroit les mêmes jours. Les frais de transport sont calculés à partir de la résidence administrative. Il convient de rappeler que le barème des indemnités kilométriques s'applique aux agents territoriaux sans intervention de l'organe délibérant et que les montants ne peuvent aller au-delà de ceux fixés par les textes comme suit. Donc vous avez le tableau suivant. Vous avez un barème pour les véhicules de 5, 6, 7, 8, les vélomoteurs et les motocyclettes. Pour les déplacements jusqu'à 2000 km, de 2000 à 10 000 et au-delà de 10 000. Donc vous avez vu le tableau, je ne vais pas vous relire toutes les lignes, mais voilà les sommes qui sont prises en référence. Il est quand même à noter que pour les participations au concours et examen de la fonction publique territoriale, les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou examen professionnel ne donnera pas lieu à remboursement, car cela relève d'une démarche personnelle. En ce qui concerne les remboursements des frais de repas et d'hébergement, vous avez là aussi un tableau. Donc vous avez pour l'hébergement, pour le déjeuner et pour le dîner, avec un taux de base pour la France entière, avec des sommes pour les grandes villes de plus de 200 000 habitants et des sommes pour la commune de Paris en tant que telle, avec un forfait pour chaque chose. Et il est précisé que le taux prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 150 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. En ce qui concerne les remboursements forfaitaires des frais d'hébergement, qu'à ce titre, les taux d'hébergement fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié susvisé sont modulables par l'Assemblée délibérante, soit pour appliquer une minoration, soit plus exceptionnellement pour majorer cette indemnité pour tenir compte de l'intérêt du service ou de situations particulières. Pour bénéficier des frais d'hébergement, l'agent doit être en déplacement en dehors de sa résidence administrative ou familiale pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures. Le remboursement des frais d'hébergement est forfaitaire, quelle que soit la dépense engagée. Il est effectué sur la présentation du justificatif à hauteur de 100% du taux fixé par arrêté ministériel. Si l'agent est en formation et que l'organisme de formation prend en charge les frais d'hébergement, aucune prise en charge de ces frais ne peut être assurée par la collectivité.
Ce remboursement forfaitaire sera revalorisé suivant les évolutions de textes réglementaires qui entreront en vigueur sans qu'une nouvelle délibération ne soit nécessaire. En ce qui concerne le remboursement des frais de repas, les agents qui se déplacent pour les besoins du service en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de repas exposés dans ce cadre. Une indemnité de repas est allouée lorsque l'agent se trouve en mission sur la totalité de la période comprise, entre 11 h et 14 h pour les repas du midi, et entre 18 et 21 h pour les repas du soir. Pour les agents ayant la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé, les indemnités des frais de repas sont diminuées de 50%. Les frais de repas ne sont pas indemnisés par la collectivité si l'agent bénéficie d'une prise en charge, même partielle, de la part de l'organisme de formation ou du centre de formation. Aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité du repas. Toute revalorisation des taux fixés par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 susvisé ou texte modificatif sera automatiquement prise en compte. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Délibération numéro 6. Adoption du plan de formation 2024 et du règlement de formation des agents de la commune. Je vous précise que l'article 423-3 du Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics, en relevant, établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'action de formation prévu en application des 1er, 2e, 3e et 5e de l'article L 422-21. Le plan de formation est présenté à l'Assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale. Il est également proposé de mettre en œuvre un règlement de formation pour la collectivité. Ces deux instruments, mais surtout la démarche qu'ils représentent, doit en effet assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents. Prévoir les actions retenues au titre du compte personnel de formation, CPF, et prendre en compte les formations d'intégration, de professionnalisation et de perfectionnement. Les préparations au concours et examens ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Le plan de formation est d'abord dans sa méthode, l'élaboration et dans son contenu, l'affaire de chaque collectivité territoriale pour laquelle il peut être un levier de développement des compétences internes et un outil de dialogue social. Le coût de formation seront pris en charge par la commune lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale. Le comité social territorial a rendu un avis favorable à l'unanimité au cours de sa séance du 18 juin 2024 sur le projet de plan de formation des agents de la ville pour l'année 2024 et sur le règlement de formation de la collectivité. Le plan de formation des agents de la ville pour l'année 2024 et le règlement de formation de la collectivité sont joints en annexe au présent ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Alors je tiens juste à préciser que c'est la première année que nous avons un plan de formation fait dans sa totalité pour les agents de la commune. Et nous avons donc y annexé ce règlement de façon à ce que les agents sachent que pour les formations, quand on s'y engage, on essaye de y aller, puisque la commune s'engage, engage des financements. Et ça serait bien que pour les agents qui ne s'arrêtent pas ou qui ne changent pas d'avis en route. Voilà. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 7, révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de l'Eure, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. La réglementation relative à la lutte contre le bruit a pour objectif de prévenir,
supprimer ou limiter les bruits susceptibles de causer une gêne excessive aux personnes exposées et de nuire à leur santé. Elle met notamment l'accent sur la protection des riverains vis-à-vis du bruit généré par les infrastructures de transport terrestre. L'article L571-10 du Code de l'environnement traduit cette volonté en imposant l'établissement d'un classement sonore de ces voies en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Dans le département de l'Eure, le classement sonore des infrastructures de transport terrestre a été établi par l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, puis par l'arrêté préfectoral du 20 avril 2015. Compte tenu de son ancienneté, il doit être révisé et mis à jour. La commune a été saisie pour avis par courrier reçu en mairie le 21 juin 2024 par les services de la direction départementale des territoires de l'Eure sur le projet de révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de l'Eure. Seules les voies routières dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferroviaires dont le trafic est supérieur à 50 trains par jour, font l'objet du classement sonore. Les caractéristiques sonores des infrastructures routières et ferroviaires permettent, à partir d'une méthode nationale, de classer les voies en 5 catégories selon l'intensité des nuisances sonores. Ce classement permet de déterminer, après consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de ces infrastructures. Les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. En application des articles R571-37 et R571-39 du Code de l'environnement, les services de l'État ont transmis à la commune le projet de révision du classement sonore portant sur les infrastructures du réseau routier du département, dont certains secteurs concernent la commune. Il est précisé que le classement sonore, une fois approuvé, doit être intégré aux documents d'urbanisme pour réglementer l'isolation acoustique des bâtiments qui seront construits dans les secteurs bruyants. La commune dispose de 3 mois à compter du 21 juin 2024 pour se prononcer par délibération du conseil municipal. Le document de présentation du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de l'Eure se trouve en annexe du présent ordre du jour. Alors c'est un document de 25 pages qui est intéressant, que j'ai exploité, qui classe, comme c'est dit dans la délibération, les nuisances sur des catégories de 1 à 5. La catégorie la plus importante est la catégorie 1, où il y a le plus de bruit. Et nous sommes concernés par une départementale, deux, parce qu'elles sont toutes les deux départementales, la 6015 et la 316, et bien sûr par la voie ferrée. L'autoroute A13 figure également dans ce document, puisque le document ne concerne pas que la commune des Val d'Azay, il concerne toutes les communes de l'Eure et l'ensemble de l'Eure. Donc il est relativement intéressant à lire. Il est difficilement exploitable à vous projeter la carte avec les couleurs violettes, on voit très mal, elle est très petite. Alors pour mémoire, nos routes, la 6015 et la 316, sont classées 3, 4, 5. On n'a pas de classement 1, 2. Je l'ai vérifié Donc on n'est pas considéré dans un environnement bruyant, trop bruyant. La A13 y figure, elle c'est plus bruyant, mais c'est pas pour nous. Ah si, elle peut passer traverse la commune, mais il n'y a pas d'habitation proximité. Oui. Oui, effectivement, la A13 traverse Sainte-Barbe. Oui, sur 200 mètres. Sur 200 mètres. Hein. Effectivement, il y a une petite partie de Sainte-Barbe qui est concernée. Oui, effectivement. Oui. Bon. La A13, on n'est pas concerné par le bruit. Donc voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Nous passons aux affaires financières avec la délibération numéro 8, mise à jour des tarifs de la médiathèque. Pour rappel, les tarifs de la médiathèque Jean-Luc Récher avaient été modifiés fin 2022.
avec la suppression de la régie de recettes, certains services étant très peu utilisés par les usagers. Depuis, les services de la trésorerie n'engagent plus de poursuites pour les paiements non réalisés inférieurs à 35 €. Aussi, il est proposé de modifier les tarifs de la médiathèque comme indiqué ci-dessous. Donc pour l'accès, il n'y a pas de changement, c'est la gratuité pour tous. Pour les cartes, c'est la même chose. Par contre, il y avait un tarif pour la réparation des CD, des DVD, si celle-ci est possible, qui était facturé 5 €. On va passer à la gratuité parce qu'on n'arrive pas à faire de mandat du coup. Pour le dommage des documents, il y avait un remboursement à sa valeur d'achat et on continue ça, ou le rachat d'un document. Voilà. Dommage au DVD, il n'y avait rien, et là on mettra un remboursement à sa valeur de rachat avec droit de prêt pour des consultations avec un montant forfaitaire de 35 €, puisqu'on ne peut pas mandater 35 €. Les dommages au boîtier CD, DVD, ben vous aviez la grille, ça devient une gratuité. Et le retard dans la restitution des documents empruntés, on était à 0,15 € par jour de dépassement et par document, plus les frais postaux. Et nous passons à un forfait de 1,50 € par jour de dépassement et par document, plus les frais postaux. Sur la dernière ligne, je tiens à souligner que je signe environ entre 5 et 6 courriers de retard de retour de documents. Et la somme maximale que j'ai vue sur ces courriers était de 700 € que l'usager devait à la bibliothèque pour non-restitution de documents. Voilà. Par semaine. Sachant que quand on envoie un courrier, il y a déjà eu 2 relances précédentes. On est à la 3e relance, et à la 3e relance, du coup, on facture. Par semaine, par mois. Par semaine. Par semaine. Ah oui, je vous assure, c'est effrayant le nombre de courriers de non-restitution de documents que je signe. Est-ce que vous avez des questions? Donc pas de questions. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et en affaires diverses, retour sur mes délégations. Donc la décision numéro 10/2024, c'est de conclure et de signer un avenant numéro 2 le 6 du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation du centre Marcel Pagnol. Concernant le numéro 6, menuiserie intérieure et cloison doublage plafond, attribué à la société JPV pour un montant de travaux, une augmentation de 345,44 €, soit 414,53 € TTC, avec l'ajout de prestations, modification du meuble bar et la suppression de prestations, suppression des plaintes en bois. Et le montant total du lot passe ainsi de 148 634,04 € hors taxes à 148 979,48 € hors taxes. Voilà les infos que j'avais à vous donner. Et comme c'était la dernière information du conseil, je clôt ce conseil municipal. Et vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Et de bonnes vacances parce que je crois que la saison se termine, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, la saison. La période avant les vacances scolaires. Merci à tous et bonne soirée.